Bienvenue à la version longue, le podcast de la TVSO. On est à l'épisode 115. Je pensais pas me rendre là un jour. Et je reçois Caroline Tardif. Ça fait longtemps que je voulais la recevoir, mais c'est ça. On n'avait pas trouvé un moment, c'était compliqué. Et je suis très, très content de la recevoir. Donc, c'est la propriétaire de la fromagerie Ruban Bleu qui sont situés à Mercier. Si vous ne connaissez pas ça, c'est une fromagerie de chèvres. C'est sûr qu'il y a bien du monde qui sont réticents à goûter aux chèvres, mais vous ne devriez pas, en fait. Il y a une multitude de produits là-bas. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est un truc à découvrir. C'est une belle entreprise de la région. Ça fait 20 ans qu'elle est à la barre de ça. Elle va nous expliquer tout l'historique. Même là, ça a dépassé le 20 ans là, depuis. Mais et voilà, c'était une super belle rencontre, une belle discussion et j'espère que vous allez apprécier. Donc, Caroline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de me recevoir. Ce matin, il fait très froid. Vraiment froid. C'est pour ça que je suis en hoodie. Là. Je m'en fous. Je mets hoodie à la télé. Mais ça fait un petit bout que je voulais t'avoir sur mon émission. Tu étais dans ma wish list depuis très longtemps. Puis c'est ça. Ça n'a pas fonctionné des fois. Oui, les deux, on a un agenda un peu compliqué. Oui, c'est ça. Puis on en parlera parce que, tu sais, il y avait beaucoup, je pense, les aléas d'être un entrepreneur. Tout à fait. D'avoir des imprévus dernière minute. On pourra rentrer là-dedans. Mais peut-être... on en parlait avant de commencer. Peut-être on commençait juste à placer Ruban Bleu. L'histoire. L'histoire un peu pour les gens parce qu'on a l'impression que tout le monde te connaît. Tout le monde connaît Ruban Bleu, mais c'est sûrement pas le cas. Là. Non, mais tu sais, même des fois, je me dis, waouh, il y a du monde qui nous connaissent. Je reste encore émerveillée avec ça. Donc, puis d'autre côté, ben c'est ça. Il y a des gens qui nous connaissent évidemment dans la région. C'est sûr que quelqu'un qui aime manger en général connaît Ruban Bleu. Là. Dans le fond, c'est une entreprise qui est née au début des années 80, 1982 à peu près. Puis moi, j'arrive dans le portrait en 2005. Donc, j'ai racheté à peu près une vingtaine d'années plus tard l'entreprise. C'est une entreprise qui est basée à Saint-Isidore à l'époque. Quelques chefs. Moi, un gros coup de cœur. J'arrive là, je vois l'entreprise. En fait, c'est ma sœur. Je raconte tout le temps la même histoire. Ma sœur qui me rappelle, qui m'écrit, qui me dit hey, le Ruban Bleu est à vendre, ça va tout ça. Puis pour moi, c'était comme quelque chose de... Je sais pas, là, ça représentait tout ce que j'aimais. Développement de la région, quelque chose qui goûtait bon, en tout cas dans ma tête. Puis un peu un produit qui allait me permettre de vraiment valoriser l'achat local puis d'éduquer les gens par rapport à l'importance de l'achat local. Fait que, tu sais, c'était le produit idéal pour moi. Là. Ça l'est de soi, mais est-ce que... puis avant d'aller plus loin, mais est-ce que c'est... Tu sais, parce que l'idée de dire, OK, j'achète une ferme, une entreprise agricole, tu sais, je veux dire, ça devait être quelque chose qui te trottait dans la tête. Tu sais, on fait pas ça... En se levant, tu fais « Ah oui, je veux devenir fermier. Je veux devenir... oui et non, je dirais, parce que dans le fond, c'est ça. J'étais à l'université, j'étais en commerce, dans le fond. Là, c'est ça, commerce. Puis là, je fouillais un peu partout. J'étais allée cogner à plein de portes, toutes des entreprises qui étaient à vendre. Puis il y avait tout un lien toujours avec l'alimentaire. Fait que c'est sûr que j'avais ce lien-là qui était là, mais je ne m'attendais pas nécessairement. J'avais pas fait un plan de dire « Hey, moi, ça me tente d'avoir une fromagerie. » Pas du tout. Fait que, tu sais, le monde souvent dit « Ah, c'était courageux. » Moi, je dis « Ben non, c'était super naïf. » Insouciant, c'est ça. Insouciant, t'as 24 ans. Puis là, je me souviens quand ma soeur m'a envoyé le courriel, mon père était avec moi. Puis je disais à mon père, c'est ça que je veux. Puis il me dit, oui, mais t'auras plus de vie, là. C'est 7 jours semaine. C'est ça que je veux. Il y avait comme rien de négatif qui pouvait m'empêcher. Il y avait comme un lien, une pulsion de l'au-delà. Puis là, l'après-midi même, j'étais là-bas en train de visiter l'entreprise. Les propriétaires étaient pas là. Je disais à l'employé, peux-tu juste me faire visiter un peu? Puis là, on fait une première visite. Puis une semaine après, je faisais une offre d'achat qui dit conditionnelle à, par contre, faire une année de bénévolat là-bas pour apprendre. Là, parce que je savais pas m'occuper ni des chefs ni du fromage. Là. Ça, c'est l'autre affaire là, de faire comme OK, c'est à moi. Bon, qu'est-ce que je fais avec les chefs? Qu'est-ce que je fais avec le lait? C'est ça, là, c'est parce que c'est une bonne courbe d'apprentissage. C'est pas comme gérer une boutique ou gérer un truc. Bon, t'apprends, t'as tes employés. Non, c'est vraiment multidiscipline un peu. Il faut s'occuper des chefs, il faut s'occuper de la mise en marché, il faut s'occuper de la transformation alimentaire, puis il faut s'occuper de la gestion en arrière. Fait qu'il y avait comme plusieurs domaines. Puis quand les gens m'appellent maintenant qui veulent se partir des entreprises, c'est sûr, je leur dis de pas faire ce que moi j'ai fait parce qu'ils gagneraient des années. Tu sais, moi, j'ai perdu des années un peu à me tromper, faire des essais-erreurs. Je le changerais pas du tout. Je suis super contente de mon parcours, puis c'est un bagage.
c'est plein de petits diplômes, en fait, que j'ai acquis grâce à toutes ces erreurs-là. Mais ça reste que c'est compliqué. Moi, c'est parce que j'avais un super entourage, puis j'avais une famille, puis surtout un père qui était très disponible pour m'aider, puis aussi me relever quand je tombais. Ouais. Tandis que si on n'a pas ce réseau-là, je considère dangereux. Que ça peut être très dangereux, effectivement. Oui, c'est ça, parce que c'est ça, tu as gagné le luxe du temps un peu. Oui, exact. Fait que tu as eu le temps de... Parce que, tu sais, dans la vie, c'est toujours bon, ça, d'apprendre de nos erreurs, d'essayer des choses, mais... Ça vient avec de l'argent, tu sais, à un moment donné, il y a une limite à se tromper. Oui, c'est ça. Exactement. Mais c'est ça, c'est fait. Fait que je peux pas revenir en arrière, mais puis voilà, fait que ça s'est fait un peu comme ça. Fait que j'ai fait mon année de bénévolat. J'ai repris les rênes, ça fait 20 ans dans le fond, un petit peu plus là, maintenant, le 16 décembre 2005. Donc, ça a fait 20 ans l'année passée. Puis ça, on dirait que j'ai pas vu le temps passer parce que ça a été, c'est ça, un essai, une erreur, un bon coup, un mauvais coup, puis aussi me rendre compte que le fromage de chèvre, il n'y a pas beaucoup de monde qui aimait ça au Québec au départ. Ça, c'était un gros choc parce que je pense, là aussi, j'étais naïve. Moi, ce que j'aimais, je pensais que tout le monde aimait ça. Oui, c'est ça. Puis c'était pas le cas du tout, là. Oui. Ben c'est ça, on peut en parler tout de suite. Le chèvre, c'est souvent un truc qui... Tu sais, même dans ma famille... ma mère, que je salue, c'est sûr qu'elle va écouter ça. C'est sûr que le chèvre passe pas facilement, tu sais. Fait que c'est ça. Y a-tu un petit stress, à un moment donné, le choc de comme... Totalement. OK, il faut que comment je vends ça? Comment je... Bien, plein de stress par rapport à ça, parce que ça fonctionnait pas. Là. J'en prenais que les gens aimaient pas. Ça goûte la laine, ça goûte la laine. Là, c'est tout le temps les mêmes choses ou à peu près. Puis il y avait plein de phénomènes, je trouve. Il y a le fait que, je disais aux gens, mais quand vous goûtez un vin rouge puis vous n'aimez pas cette bouteille-là, vous dites pas j'aime pas le vin rouge. Non, vous dites j'aime pas ce vin-là. Ouais. Mais dans le fromage de chèvre, il y a des déclinaisons tellement variées que je me dis, mais donnez la chance. Mais les gens associent le fromage de chèvre à juste le petit fromage lactique un peu, là, ce qu'on appelle crayeux. Là. Ouais. Donc là, il y avait cette association-là. Puis même encore aujourd'hui, quand on ouvre un livre de recettes, on va dire un fromage de chèvre. Mais moi, je fais du cheddar, je fais des brie, je fais plein de choses. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Fait qu'on a l'habitude de ne pas définir ce que c'est un fromage de chèvre. C'est juste un petit lactique qui goûte fort, la laine. Puis, donc, il y avait comme tout ça à démystifier. Puis, pour nous, il y a juste une façon de le faire, c'est à travers les marchés fermiers. Là. On s'est équipé de minivans, de frigidaires, puis on faisait une dizaine de marchés fermiers. Fait que mettre dans la bouche du client, c'était la seule façon d'ouvrir les horizons des gens, là. Oui, c'est ça. Fait qu'on l'a fait, on a travaillé fort là-dessus. Oui, c'est vraiment ça. Je pense que Ruban Blanc a fait partie du mouvement, le développement du fromage de chèvre au Québec, parce que on était partout à faire goûter notre fromage, puis à dire aux gens, vous voyez, c'est pas juste le petit fromage que vous pensez qui est fort, ça se décline de plein de façons, là, puis fait que c'est ça, on a travaillé là-dessus. Puis, je sais que, tu sais, moi, je vais dans plusieurs fromageries, tu sais, des type boutiques, là, qui ont les fromages de tout le monde, puis... Ils poussent le fromage de chèvre. Tu sais, j'allais à celle à Saint-Lambert. Je cherche des fromages. La première, voulez-vous, tu sais, comme ils poussent. Un chèvre, vous tentez pas un chèvre. Tu sais, ils essayent. Tu sais, eux autres aussi, ils font ce travail-là d'essayer de tranquillement faire goûter. Ils ont participé aussi. C'est ça. Je pense qu'il y a ça. Pour moi, il y a... c'est sûr, les boutiquiers, mais les mouvements de la population ont été instigés pour moi par deux facteurs. C'est les grands chefs, là, à un moment donné, qui étaient nos débuts d'influenceurs. Là. Puis les Daniel... comment il s'appelait? C'est Daniel Vézina qui était là. Puis il y a Daniel, il y avait la Distasio, puis Pinard, merci. Lui, Daniel Pinard, puis José Distasio. Ils ont parti un peu. Là, beaucoup. Ils en parlaient beaucoup. Puis après ça, il y a eu les grands restaurants comme Toqué qui s'est mis à prendre nos fromages. Puis là, soudainement, les gens le goûtaient au restaurant. Là, c'est peut-être pas si pire. Fait qu'ils pouvaient le ramener à la maison. Puis c'est comme ça que les gens arrivaient chez nous. J'ai goûté ça au restaurant. Quel fromage vous me suggérez pour refaire la recette? Puis après ça, il y a eu ce que j'appelle la diaspora française, juste pour les écœurer un peu. Mais tous les Français qui sont arrivés au Québec, c'est sûr que ça a eu une influence sur l'ouverture et la gastronomie. Donc, les Français étaient vraiment une grosse partie de notre clientèle au départ aussi. Puis c'est eux qui nous ont sauvé la mise un peu au début puis qui nous ont laissé développer un marché tranquillement au Québec. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je veux revenir à, c'est ça, le début
Est-ce que tu avais déjà eu des contacts avec la ferme, la terre, ou vraiment pas? Là, t'as pas de... Oui, quand même. Moi, je viens d'un milieu... mon père avait ce qu'on appelle un gentleman farmer, là, une gentleman farm. Là, un peu, on avait quelques animaux, mais moi, j'étais habituée. Là, on élevait des poulets pour la revente. On avait des chèvres, justement. On avait des veaux. Donc, on était quand même... J'arrivais pas d'un appartement ou d'un condo à Montréal, mais... Contrairement à ce qu'on pense, des fois, ces gens-là, c'est les plus intéressants parce que les gens qui n'arrivent pas du milieu agricole, souvent, ils apportent vraiment, vraiment des choses que quand tu es issu du milieu agricole, tu vas répéter un peu ce qui s'est fait depuis toujours. Exactement. Ouais. Donc, des fois, c'est bon d'avoir un mix avec des gens qui sont urbains. Puis c'est dommage parce que des fois, ils vont avoir un complexe d'infériorité. Ils vont pas oser se tremper, mais on en veut des gens qui sont pas issus du milieu agricole, qui se mêlent au milieu agricole. C'est ça, puis ça va être plus facile de penser pourquoi on fait ça de même? Oui, exact. Telle chose. Exact. Puis au pire, ben, tu as la réponse de non, ben, parce que c'est ça. Ah, OK, mais tu sais, ouais. J'avoue que ça peut parce que c'est ça. On ne réfléchit pas à cette patente-là de la tradition, les terres, l'idée qu'on apprend de la personne qui était là avant, qui fait ça. Ben, on s'occupe des chefs de même, puis on fait ça. Puis... Non, on ne le réfléchit plus, ça devient juste un acquis. Tandis que quand quelqu'un vient te remettre ça en cause, des fois, ça fait du bien. Ouais. On l'a vu chez nous, pendant des années, on a accueilli des étudiants français. Parce qu'il y avait un programme en France qui s'appelait le stage 6 mois, en fait. Okay. C'était un stage qui était fait justement pour les enfants d'agriculteurs, filles ou fils d'agriculteurs, qui étaient souvent... Parce que c'est ça, la France, c'est un merveilleux pays de tradition, mais quand tu es trop dans la tradition, tu es peu dans l'innovation. Et là, le gouvernement disait, il faut que nos jeunes qui sont vraiment pris dans les petits villages puis qui font exactement comme papa, maman fait depuis 2-3 générations, il faut qu'on les sorte un peu. Fait que pour avoir des aides à l'installation, là, il y avait des primes des fois, c'est beaucoup, là, c'est 40 000 €. Okay. Pour avoir autant d'argent, il fallait qu'ils fassent un stage à plus de 50 km de chez eux. Puis il y avait des primes s'ils le faisaient à l'étranger. Okay. Et donc, on les recevait chez nous, puis on envoyait de ces enfants-là qui n'avaient pas du tout le goût d'apprendre. Okay. Et qu'au bout du stage, 6 mois plus tard, ils se rendaient compte que ça leur avait fait vraiment du bien d'ouvrir leurs horizons, puis de revenir avec un nouveau bagage dans la ferme familiale, puis souvent apporter justement des questionnements qu'il n'y aurait pas eu autrement, puis ça fait avancer souvent les fermes, là. Mais souvent, c'est ça, quand on pense à la France, mettons juste les vignobles, tu fais des vignobles, ils sont là depuis 1600 quelques. Ouais. Passé de 8-9 générations, fait qu'on s'entend que le poids de l'arrière-grand-père, c'est tellement... Oui, il y a des nouvelles machineries, mais c'est sûr que ça doit venir avec la tradition, puis le poids de cette histoire-là doit amener un... Bien, c'est mon opinion. Moi aussi, je pense que oui. Puis on l'a vu, tous les pays du Nouveau Monde qui produisent du vin, à un moment donné, ils ont comme été super émergents, super innovateurs. Puis c'est là où la France, elle n'a pas eu le choix, justement, de se moderniser. Moi, je suis comme je suis ambivalente parce que je suis vraiment une pro aussi de la tradition. C'est le fun, la tradition. Mais on a besoin de mélanger avec l'innovation aussi, surtout pour la survie en ce moment, parce que en Europe, peut-être que c'est encore possible d'avoir des petites fermes qui sont vraiment ancrées dans la tradition. Mais au Canada, là, c'est tellement difficile. Premièrement, les terres coûtent tellement cher, mais tout coûte tellement cher que c'est vite, tu te ramasses avec des fermes de 1 million, 2 millions, 3 millions. Et même c'est petit, là, c'est faible ce que je dis. Donc, vite, il faut être dans l'innovation puis dans la performance parce que si tu perds des années de productivité... Puis tu peux pas te permettre d'avoir juste 40 chefs, tandis qu'en Europe, tu as encore des possibilités d'avoir des petits élevages, mais c'est en voie de disparition là-bas aussi. Là. C'est juste qu'ils ont quand même le privilège de la tradition qui est un peu plus ancré que nous, qui permet la résistance là, de certains agriculteurs, mais c'est clair que c'est pas la majorité, là. Puis, tu sais, si mettons, on compare la France, il doit y avoir peut-être le poids aussi du nombre d'habitants, en fait, d'avoir cet accès. Ils sont quoi, en haut de 60 millions? Oui, 70 millions à peu près. Ils sont presque 10 fois plus que nous. Ouais. Puis ils consomment, tu sais, juste même là, nous, en fromage, mais en vin, c'est pareil, là. Ouais. Mais en fromage, nous, ça l'inclut, mettons, les produits laitiers, on est à 10 kilos par habitant par année. Okay. Mais eux sont presque à 30, là. Ils sont à 25, à 28, ça dépend des statistiques, là. Oui, c'est ça. Fait qu'ils sont, mettons, 9 fois plus et ils consomment 3 fois plus. Donc, c'est clair que c'est beaucoup plus facile de faire ta mise en marché puis d'attirer de la clientèle. De tirer ton épingle en étant petit, mais de réussir en plus. Couler tes affaires parce que c'est niché ou parce que ça a un cachet.
Mais puis c'est sûr qu'il y a le phénomène de la gastronomie qui est beaucoup plus ancré. C'est sûr. On a un nouvel employé là, qui vient de rentrer chez nous, puis il me dit, mais je comprends pas, ici, les personnes âgées sont très réfractaires au fromage de chèvre. Puis là, j'explique que, ben oui, ils n'ont pas été sensibilisés à tout ça. Puis là, il dit, mais chez nous, les personnes âgées, ils mangent, vraiment des affaires super fortes, là, mettons de l'andouillette, je sais pas si tu connais, là, mais c'est un saucisson très fort. Ouais. Ils mangent des vieux fromages, tout ça. Mais je dis, oui, mais c'est parce qu'ils ont été exposés tout le temps. Nous, quand les colons sont arrivés ici, il fallait qu'ils se logent. Ils ont oublié la gastronomie, puis c'était de la soupe à l'eau. Là, de la bouffe de subsistance. Oui, exact. Ça, ils ont perdu. Ça a été vraiment une grosse coupure. Puis là, on était en train de juste ramener ça tranquillement, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup d'efforts parce qu'ils n'ont pas été habitués. Moi, je suis chanceuse, j'ai 2 parents ultra, ultra curieux, puis mes grands-parents sont plus en vie. Mais je serais curieuse de voir. Que si. Est-ce qu'ils goûteraient, est-ce qu'ils se forceraient par politesse pour leur petite fille ou est-ce qu'ils aimeraient ça? Ça c'est curieux. Ça. Merci. J'ai pas faim, là. C'est ça. Tantôt, je vais écouter tantôt. On va aller le cacher, là. Ça probablement. C'est sûr. Puis, mais. Oui, puis on le voit, là, que avec ma génération, puis là, les plus jeunes, il y a une ouverture aussi de plus en plus à la bouffe, puis à essayer des choses tranquillement, essayer de rentrer. Puis moi aussi, au début, là, le fromage de chèvre, puis même aujourd'hui, je suis pas encore... un grand adepte. C'est pas le go-to, mais en allant chez vous, puis en ayant toute cette diversité-là, je trouve tout le temps... Il y a tout le temps des produits que je Un truc où tu peux te retrouver. Oui, que je vais me retrouver, c'est ça. Puis là, j'essaie tranquillement, là. Mais il y a ce phénomène-là, mais il y a le phénomène aussi que nos papilles, là, on oublie qu'ils évoluent. Oui. Tu sais, c'est... Moi, il y a des fromages... Je ne sais pas si je l'avais dit en nom d'ici, mais il y a un fromage que mon père, je me souviens, quand il était venu me visiter au début, là, puis il goûtait les essais, puis on faisait un fromage qui était comme un peu un petit brie. Okay. Puis on l'avait vraiment aimé, puis une quinzaine d'années plus tard, on se disait, il faudrait peut-être refaire cette recette-là. Fait que là, on la refait, puis les deux, je m'en vais chez eux quand il est prêt, tu sais, puis on le goûte, puis on est comme... Ben, c'est donc bien insignifiant. Ouais, parce que nos papilles avaient tellement travaillé en 10-15 ans que pour nous, ça goûtait plus la chèvre, ça goûtait plus grand-chose. Okay. Fait qu'il y a moyen aussi de jouer avec nous, puis de bonifier ça, ce goût-là. Mais c'est sûr, si tu n'essayes jamais, ça ne viendra jamais non plus. Là, mais c'est sûr que ça se travaille. On l'oublie, là. Oui. Là, on n'arrête pas de divaguer, puis je vais en revenir à... Mais c'est parce que je vais revenir à l'année de bénévolat. Tu sais, Est-ce qu'il y a eu... Ben, j'imagine que non, parce que c'est... Mais tu sais, d'arriver puis de débarquer puis de faire, OK, c'est ça la... Tu sais, t'as-tu vu un moment de c'est ça l'ampleur du travail ou tu sais, t'es arrivé puis c'était comme... C'est ça. Mais j'imagine que c'était zen. Là, non, mais j'ai jamais... Je sais pas, j'ai bien des défauts dans la vie, mais celui-là de l'angoisse d'y arriver, j'ai comme juste pris une bouchée à la fois. Puis, tu sais, je veux dire, des fois, je pleurais, des fois, j'étais fatiguée, des fois, j'étais tannée. Ouais. Je me souviens qu'un jour, il y a un monsieur qui vient nous livrer de la moulée là, pour les animaux. Puis j'étais endormie sur les poches de moulée, puis il faisait comme moins 15. Ah ouais. Puis il me dit, voyons, tu vas mourir, là. Il dit, ça n'a pas d'allure, tu es bien trop fatigué, faut que tu te reposes. Puis je suis comme, ben, je peux pas, là. Je viens de reprendre la ferme, je me reposerai dans 5 ans s'il faut, mais c'est pas possible maintenant. Parce que j'ai fait plein d'erreurs aussi, parce que ça, il fallait que je sois là. Il y avait sûrement de la perte de temps. Oui, tout à fait. D'énergie. Plein. Tu devais pas. Tout le temps. Mais sauf qu'il n'y a pas un moment où je me suis dit, ça va être trop, je vais pas y arriver. Tu sais, je faisais juste foncer, un peu comme un taureau qui fonce je veux dire, j'ai foncé. Puis des fois, c'était difficile, mais je me remettais pas tant en question là-dessus. Il y a eu 2-3 moments où ça a été très dur. Parce que la reprise, elle a été quand même difficile, la transition, comme à peu près toutes les fermes, transition avec les anciens propriétaires. Puis, tu sais, mon rôle à moi, c'est pas de véhiculer tout du négatif, mais ça reste que ça a été complexe. Puis c'est souvent complexe pour la simple et bonne raison, tu sais, que un agriculteur, ça a investi toute sa vie, puis ça pense tout le temps que ça vaut plus son entreprise que ce que ça vaut réellement. Ouais. Puis c'est son chouchou, puis tout ça. Fait que c'est sûr que les transitions sont pas toujours faciles. Puis des fois, je me questionne, tu sais, moi, ça va-tu être facile? Je vais-tu faire ça facilement un jour, tu sais, avec quelqu'un? Mais il y a eu cette transition-là, parce que des fois, ça n'a pas été facile. Après ça, peut-être 1 an après qu'on ait acheté, on a passé au feu. Ouais. Donc ça a été difficile. Il y a eu la crise de la listerie en 2008, donc 3 ans après, puis on était en train de construire la nouvelle fromagerie. OK, c'est ça. Je me rappelais plus du tout. Mais donc, moi, j'ai la misère avec le temps qui passe. Ben non, puis c'est correct. Moi, je
parce que je suis dans le milieu. Voilà, là. c'est ça, mais je me rappelais plus c'était quand. C'était 2008. 2008. Bon. Fait que moi, j'ai acheté fin 2005. Okay. Puis là, on était en train de faire les plans pour le déménagement de l'usine à Mercier, de Saint-Isidore à Mercier. Ouais. Fait que là, on se retrouve avec une grosse hypothèque, tout ça. Puis soudainement, nous, on n'a pas eu de listeria chez nous, mais soudainement, le fromage au Québec, c'était rendu poison. Fait que là, nos chiffres d'affaires ont baissé de 70 %. On savait pas ce qu'on allait faire. Fait que là, ça, c'était une autre grosse crise. Il y a eu une fois qu'on a acheté un troupeau de chèvres d'un autre... qu'on a mélangé avec notre troupeau. Ouais. Et toutes les chèvres ont avorté. Fait qu'il y a eu une année où on n'a pratiquement pas eu de lait. Il a fallu qu'on l'achète. Fait qu'il fallait nourrir nos chèvres, mais il fallait acheter le lait. Ouais. Fait que ça a été financièrement. Fait que il y a eu comme eu des crises là, dans tout ça qui ont été... Tu sais, j'ai pleuré puis je me disais, on y arrivera pas, là. Ouais, mais finalement, on y est toujours arrivé, là. Une solution. Ouais. Ben, je pense que ça, c'est ma force, c'est vraiment d'être bien, bien entourée. Là. C'est une chance que je suis entourée. Fait que quand je tombe, il y a toujours quelqu'un pour me dire hey, donne-toi une claque, botte-toi les fesses, puis il remonte. Puis j'y arrive tout le temps là, à remonter. Mais comme tout le monde, on doute. Ben mais l'ampleur du travail... Non, c'était pas ça. Je dis souvent que c'est comme avoir des enfants. On le sait pas avant, c'est quoi l'ampleur. Puis sinon, peut-être qu'on n'en aurait pas des fois. Fait que c'est ça, si j'avais tout su ce qui m'attendait, peut-être que je l'aurais pas acheté, je ne sais pas, mais j'ai aucun regret. Je suis super contente d'avoir tout fait ça. Là. Non, c'est ça. Puis d'être là 20 ans plus tard aussi, il y a quand même un... Ben, quand tu as frappé le 20 ans, y a-tu... C'est ça. Est-ce que tu l'avais comme vu? Est-ce que tu l'as comme apprécié, le 20 ans? Ou... Pas de temps, c'est drôle, hein? On s'est fait un petit souper tous ensemble, les employés, tout ça. Je suis super contente, mais je suis plus... je suis comme... Hey, j'ai quand même réussi à passer au travers. Fait que c'est sûr que je suis quand même fière, là. Puis comme à peu près tous les entrepreneurs, 20 ans, c'est quelque chose quand même, là. Mais non, je veux dire, j'ai pas... Ça passe... C'est comme si le 20 ans nous avait frappé d'un coup. La vie passe vite, finalement. Puis hey, on est déjà là, finalement. Mais ce que je regrette peut-être le plus, c'est de ne pas avoir pris des notes tout le long de ces 20 ans-là pour juste écrire un livre, pas dans le sens que le publier, là, mais de m'écrire mon journal intime, un peu de tout ça, puis pour laisser aux enfants. Et des fois, juste pour leur lire avec les employés, puis rire, hey, c'est vrai, on a eu ça, parce que des fois, on oublie aussi. Oui, c'est ça. C'est ça, de revenir sur des fois, parce que là, on se rappelle des grosses crises, là, comme tes anonymes, mais des fois, des petits trucs, puis de faire comme... Ce jour-là, c'était tellement gros. Puis là, quelques mois après, tu fais pourquoi on a capoté pour ça? Oui, exact. Ça peut être intéressant comme exercice, j'avoue. Puis ça serait bien, même dans un objectif d'éducation au transfert de l'entreprise, mettons, comment on a réagi à certaines crises. Ça aurait été utile peut-être. Là, voilà. Mais bon, c'est pas fait. Moi aussi, je vais divaguer parce que c'était un de mes trucs, mais ça fait 2 fois qu'on en parle, justement, du reprenariat, de la relève. Puis on s'entend que c'est un méga enjeu dans pas mal tous les domaines, mais dans l'agriculture, surtout là, avec le prix. Toi, tu vois ça comment, le futur de tout ça, t'sais? Parce que c'est ça, c'est quand même stressant. Tu as peut-être du monde qui serait intéressé, mais qui ne viennent pas du milieu, mais c'est gros. Oui, je pense que ça va être gros. Je sais pas, parce que dans ma tête, je pars du principe que ça n'arrivera pas. Je ne trouverai pas quelqu'un qui va vouloir s'investir là-dedans. Fait en partant de ça, je me dis, je vais peut-être pouvoir morceler l'entreprise. Je vais pouvoir comme vendre les recettes à une autre fromagerie, par exemple. Là, il y a une fromagerie qui a fermé dernièrement. Il y en a Gré des Champs. Gré des Champs, oui. Mais là, ça a été... Il y a quelqu'un qui a racheté... il y a quelqu'un qui a racheté... Ça a été morcelé. C'est-à-dire qu'ils ont vendu justement le troupeau, ils ont vendu certaines recettes à une autre fromagerie. Exactement comme ce que je pense qu'il va peut-être arriver un jour. Okay. À moins qu'il y arrive quelque chose de magique là-dedans, mais c'est clair. Moi, mon rêve, ça aurait été d'avoir comme une équipe d'employés puis que tranquillement, je verse des actions, des parts, en fait, à ces employés-là, puis il y a une équipe qui reprenne. Mais... j'en ai 1 ou 2, mais idéalement, je pense qu'il faudrait que ce soit 4-5 pour solidifier tout ça. Ouais. Ou, ils vont refaire les mêmes erreurs que moi pendant 20 ans. Puis c'est gros quand même, c'est tout maîtriser tous ces paramètres-là. Fait que je le sais pas encore, mais dernièrement, j'ai eu un appel d'un professeur à LPP là, qui ont un nouveau programme sur l'agriculture. Parce que moi, on m'a jamais dit que je pouvais être fromagère, encore moins agricultrice quand j'étais à l'école. C'était pas ça. Tu étais médecin, infirmière, avocat, peu importe, mais travail de bureau plus. Là. Puis c'est ça, quand j'ai parlé au professeur, je disais, moi, je suis déçue un peu que moi, on m'a pas mis ça sur mon parcours. Puis là, il dit, c'est plein de jeunes en ce moment qui ont un intérêt, mais, pardon,
il y en a beaucoup qui sont issus de l'immigration. Ouais. Puis pour eux, ils ont quitté leur pays pour fuir l'agriculture. Donc, ils ont comme un envie, mais ils ont honte de l'agriculture aussi. Puis là, il faut comme leur expliquer, ben pas expliquer, mais il faut valoriser l'agriculture différemment. Puis il faut leur dire que tu peux être ingénieur en agriculture, tu peux être technicien, c'est-à-dire tout à fait, il y en a plein. Mécanicien, tu peux même être fiscaliste agricole, tu peux faire beaucoup de choses. Fait que c'est sûr qu'il y a moyen de revaloriser des jeunes qui ont un intérêt, mais qui se sont fait dire depuis toujours par leurs parents qu'ils n'ont pas le droit d'aller en agriculture. Oui, il faut qu'ils aspirent à quelque chose de plus grand. Exact. Mais il y a des beaux modèles d'entreprise maintenant où tu peux être très heureux en agriculture. Là. C'est pas vrai que... Tu sais, moi, aujourd'hui, je travaille plus 7 jours semaine. Là. On est plus structuré aussi. Là. Fait que tu peux avoir une qualité de vie en ayant un modèle qui est calqué sur des valeurs humaines aussi. Là. Oui, c'est sûr que c'est ça. C'est ça vient de plus petits trucs. Justement, quand tu as tes animaux et tu n'as pas d'employé, tu n'as pas personne, mais c'est 7 jours puis tu fais juste ça. Puis, je peux comprendre les parents, les grands-parents qui disent on aimerait ça que on s'en vient au Québec, mais c'est pour que. Pour que tu ailles mieux. Ma vie, mais eux ne comprennent pas qu'ici, c'est ça. Ça peut être différent aussi. Oui, il y a d'autres options. Mais c'est intéressant, ça, comme. Ben oui, puis ça m'a comme redonné un peu espoir. Ben, c'est sûr que c'est facile de me redonner de l'espoir dans la vie, là. Mais ça m'a comme dit. Ils sont 115 qui viennent chez nous au mois de juin. Ouais. Puis 115 élèves, je trouve ça vraiment beaucoup. Puis c'est 115 élèves qu'on n'a pas forcés, qui sont intéressés quand même. OK, quand même. Oui. Fait que là, je me suis dit, il y a peut-être de l'espoir à ce que les jeunes... Parce qu'il y a vraiment un gros besoin, hein? Même dans l'agriculture émergente, il y a des gros besoins. C'est quand même intéressant parce que je pense que dans l'agriculture, historiquement, c'était beaucoup... on espère passer aux enfants, une ferme laitière, avoir un enfant qui va leur prendre un enfant. Ouais. Mais on s'entend que là, dans les dernières années, c'est moins ça. Là, les enfants ils ont des désirs de... Bien, c'est drôle que tu dises ça parce que on nous pose systématiquement cette question-là, tout le temps. Est-ce que tes 2 garçons vont vouloir reprendre la ferme? Mais même en dehors de ça, je me suis... Mais juste moi, avec mon père, le magasin Saint-Martin, que c'est mon grand-père, le nombre de fois, même encore aujourd'hui, puis ça fait des années, je ne travaille plus là, mais je travaillais pour lui longtemps, mais le nombre de fois, tu vas reprendre ça, ben oui, tu vas le reprendre, tu vas le reprendre. Mais il me le posait pas, c'est toi qui vas reprendre ça. Quand j'étais jeune, je disais, il faut que je reprenne ça. T'sais, mais à un moment donné, avec les années, j'étais comme, je suis pas entrepreneur, tu sais, puis gérer ça, gérer les clients, là, c'est pas... Bien, tant mieux si tu connaissais justement, parce que imagine si tu l'avais fait, puis tu étais malheureux tout le temps là-dedans, c'est pas mieux non plus. Bien, tu sais, il y avait quelque chose dans le fond, tu sais, il y avait quelque chose de réconfortant, puis peut-être ça aurait fonctionné, tu sais, parce que je connaissais ça, tu sais, depuis que je suis tout petit, mais... En même temps, j'étais tout le temps en train de vouloir envoyer chier les clients puis de me fâcher. J'étais un peu bouillant, fait que je peux pas faire du service à clientèle. Là. Service à clientèle, c'est quelque chose. M'a pété quelque chose avant mes 30 ans, tu sais, mais c'est ça, mais tu sais, ça vient avec ça, tu sais, l'espèce de... On dirait que c'est l'agriculture encore plus, l'espèce de... Ben oui, mais tu sais, tu vois, les enfants, tu sais, fait que... Oui, mais parce que tu habites sur ton lieu de travail aussi. Exact. C'est comme si l'agriculture, c'est une coche de plus que l'entrepreneuriat. Ça devient tes racines, ta vie, ton ADN complètement, ton chez-toi. Tu as de la misère à savoir ce que tu es quand tu n'es pas chez toi. Tu sais, il y a vraiment un gros truc que je veux dire, moi, j'ai travaillé là-dessus aussi, sur moi-même pour savoir qui j'étais moi par rapport à Ruban Bleu, parce que des fois, je le dis souvent comme ça, quand les clients me voient, je dis moi, je suis Madame Ruban Bleu, tu sais, j'ai pas de personnalité. Parce que, tu sais, le monde aussi, c'est comme ça qu'ils te voient. Ils ne voient pas comme Caroline, ils te voient comme Ruban Bleu aussi. Exact. Donc, il y a ce phénomène-là qui est vraiment un peu particulier, mais moi, j'ai jamais eu d'attente envers mes 2 garçons là-dessus. Puis peut-être que ça arrivera un jour. Là, ils sont encore un peu trop jeunes, je pense, pour savoir ce qu'ils veulent faire. Mais je le sais pas. Mais... Pardon. En même temps, j'ai 47 ans en ce moment. Fait que, le reprenariat, pour moi, je le vois comme dans, mettons, une dizaine d'années, il faut falloir que je commence à y penser. Il y a quelque chose dans le lit. Oui, il faut falloir vraiment que ça soit structuré. Est-ce que, tu es rendu là, peut-être que tout va être aligné aussi, puis que l'équipe, elle va être vraiment prête. C'est sûr que ça prend, moi, je dirais que ça prend au moins 4 personnes pour vraiment dire si on est assis sur des bases solides puis que ça se reprend bien. Est-ce que ça sera ça? Mais il y a toujours dans ma tête aussi de dire comment je pourrais la rendre plus vendable. Pas dans le sens de l'argent, dans le sens que
qu'elle soit plus facile à reprendre. Ouais. Parce que c'est sûr que, exemple, j'aurais une usine en plein milieu du centre-ville de Mercier avec une boutique, puis tout serait en un ensemble là, ça serait peut-être plus facile à faire reprendre par quelqu'un. Fait que c'est plus au niveau de la logistique, de la gestion de l'entreprise que je me dis comment je peux la rendre plus vendable, plus gérable à long terme. Là, je pense que les 10 prochaines années, ça va être à concrétiser tout ça, là, à la rendre plus facile, en fait, pour un repreneur qui arriverait, là. Puis là, je voulais parler, c'est ça, le côté entrepreneur qui est là. Dans les dernières années, tu as beaucoup de reconnaissance, en fait, de ce côté-là, la Chambre de commerce, des prix là-dessus, tu sais. Puis, mais d'ailleurs, comment tu vis avec ça, les reconnaissances, les trucs? Ben, comment je vis avec ça? Ben d'un, j'en ai pas eu tant que ça non plus. Non, c'est ça, mais dernièrement. C'est sûr qu'on est reconnu maintenant. Je trouve ça super le fun. Ben, tu sais, je pense qu'on a vraiment beaucoup donné à la communauté aussi, là. Puis je pense qu'on est quand même un maillon important de la communauté. Tu sais, je pense qu'on met de la couleur ici. Je pense qu'on est important. Puis il y en a peu, je trouve, dans la région au niveau de la gastronomie. Fait que sans fausse modestie, là, je pense qu'on est important pour la région. Fait que 100%. Ça, pour moi, je le prends. Ouais. Puis pour le restant, c'est sûr que des fois, tu sais, il y a eu un gros événement là, dans ma vie. Hein, il y a eu le décès de mon conjoint il y a 7 ans. Puis je me suis un peu isolée. Je voulais plus voir les gens parce que tout le monde me parlait juste de ça. Exact. Puis ça fait pas longtemps que je m'en suis rendu compte. Là, ça fait 7 ans. Fait que ça veut dire, je dirais que ça fait 1 an ou 2 que je me rends compte que je me suis privée d'être dans la communauté parce que je trouvais que j'étais juste associée à ça, parce que tout le monde m'en parlait. Et là, j'ai eu une prise de conscience. Puis là, je me suis dit, tu sais, il faut que j'accepte aussi là, d'être là. Il faut que j'accepte d'être présente. Fait que c'est tout récent que je reprends. Puis on dirait que quand j'ai décidé de reprendre, ben là, oups, la Chambre de commerce, on a gagné des prix. Fait qu'on dirait que tout arrive bien dans le sens que là, je suis plus capable d'être là. Je suis plus capable de saluer les gens. Je suis plus capable de participer. Quand on m'invite maintenant, je suis pas toujours en train de refuser. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je veux pas m'étendre sur ce sujet-là, tu sais, mais en même temps, c'est vrai, j'avais pas pensé à cet aspect-là que nécessairement, tu es le visage de l'entreprise. Quand la boutique à la ferme, quand c'était ouvert, tu étais là. Mm-hmm. Donc, tu es dans le public tout le temps. Fait que c'est sûr que là, il y a du monde qui sont clients depuis longtemps. Fait que c'est ça, j'avais pas pensé à cet aspect-là que pouvais t'en faire parler tout le temps, en fait. Là, c'est ça, fait que ça tout le temps, mais même à l'épicerie, je me faisais, les gens me serraient dans leurs bras, puis là, je repartais à pleurer, puis là, je repartais tout le temps dans dans ma peine. Fait qu'on dirait que je me suis juste inconsciemment protégée puis retirée de tout ça. Mais puis tu sais, je regrette pas parce que je regrette pas dans le sens que j'étais super proche, moi, des clients, puis j'aime ça, là. Je fais pas semblant, là. Je me souviens de leur vie, puis c'est vraiment important pour moi, là. Tu sais, moi, je trouve que c'est inutile d'avoir une entreprise si t'as pas de lien avec tes clients. Moi, c'est une grande famille. Puis je crois vraiment qu'une entreprise, c'est pas comme les vieilles théories là, je pense c'est Adam Smith là, qui disait qu'il fallait absolument juste faire des profits dans ton entreprise. Non, là. Moi, je crois qu'il faut rendre nos employés bien. Je crois qu'il faut rendre la communauté bien. Je crois qu'il faut investir dans tout ça. Oui, parce que ça crée un attachement de l'autre bord. Les clients, c'est pas juste des clients. Puis pas de les amadouer, faire on comprend que c'est pas une amitié, mais dans le sens que tu vas là parce que tu fais je me sens bien, c'est le fun, il y a comme une ambiance. C'est ça, fait que je pense que c'est super important. Là. Moi, je dis tout le temps aux employés, ouvrez votre switch d'amour dans vos yeux. Là. On donne de l'amour aux clients, puis on leur dit qu'ils sont importants, puis ils le sont. Là, c'est pas... puis ils sont pas juste parce qu'ils sortent de l'argent. C'est ça. Non, mais parce qu'aussi, ils nous font sentir importants. S'il n'y a pas cette clientèle-là, on n'a pas l'impression qu'on fait quelque chose de bien. On a besoin là, de toute cette clientèle-là, de tout cet amour-là qu'ils nous redonnent en retour. Là. C'est vraiment plus qu'un échange de produits, c'est sûr. Oui, puis en fait, c'est ça. De voir le monde revenir, d'être content, puis d'en racheter, tu fais, ben là, ce que je fais, c'est ça, est apprécié. Oui, ils peuvent aller chercher la même affaire à l'épicerie. Oui, mais c'est pas... La même chose, là, ou à peu près, mais ce qu'ils viennent chercher chez nous, c'est un lien. Puis, je le dis souvent, en plus, de plus en plus, il y a des études là, scientifiques qui prouvent ça aussi, là, mais on a
on a une augmentation de la dopamine là, quand on fait un achat comme ça local. Premièrement, parce qu'on a l'impression de faire une bonne action. Ouais. Mais en plus, parce que quand on retourne chez nous, mettons la carotte là, qu'on achète d'un producteur versus la carotte à l'épicerie, on la trouve meilleure, celle du producteur. Ouais. Il y a comme une identité derrière le produit, puis elle nous fait du bien, cette identité-là. Fait que pourquoi s'en priver? Fait que cette clientèle-là, c'est ce qu'elle vient chercher aussi. Là. Quand elle retourne chez eux puis qu'elle dit « Hey, c'est le fromage de Caroline, il est bon », il y a tout de suite une récompense qui se fait aussi. Ben c'est ça, via tout ça. Ouais. Fait que c'est vraiment beau, ça. Oui, puis il y a une histoire quand tu le sers à quelqu'un, tu sais. Oui. Comment je suis allé, la boutique est... Oui. Mais d'ailleurs, quand on vend les fromages de vache, c'est pas rare que les gens aiment plus que je leur raconte l'histoire de l'entreprise que le goût du fromage. Je prends juste l'exemple du fromage de la fromagerie du Presbytère. Jean Morin, qui est à Sainte-Élisabeth de Warwick, eux autres, ils font le Louis d'Or, ils font le bleu d'Élisabeth, tout ça. Ben, quand j'explique que Jean Morin a acheté une église, le presbytère, etc., puis là, j'explique l'histoire, le monde sont comme... C'est assez juste ça, on en a. Puis là, je leur dis, vous avez de quoi raconter à votre party de Noël, mettons, parce que l'histoire est tellement plus importante que ça goûte la noisette, ça goûte le café ou ça goûte l'ananas. C'est super le fun. Mais l'histoire est encore bien plus intéressante. Je vois les gens, en tout cas, les yeux s'illuminer pas mal plus avec une histoire qu'un goût. Là. Ah, exactement, parce que tu sais, le goût après ça, bon, c'est fun de se faire expliquer, mais quand je vais y goûter, je vais y goûter. C'est ça, exactement. Si j'aime pas ça parce que c'est pas ça que je veux, c'est correct, on s'en fout, mais c'est ça. Moi, j'avoue que cet aspect-là de l'histoire... Pour moi, ça me fait capoter. Puis moi, c'est important pour moi dans ma vie quotidienne. Quand j'achète mes affaires, j'essaie d'acheter le plus des producteurs locaux. Puis je le sais, à quoi je contribue là-dedans. Puis franchement, mes carottes, je les apprécie plus. Ma salade est pas mal meilleure quand je le sais que c'est un tel qui l'a fait. C'est sûr, ça a un impact. Et là, c'est ça, tu sais, bon, ça grossit depuis, là, la boutique à Châteauguay, le café à Mercier. Est-ce que c'est à quel moment que c'est arrivé, en fait, ce besoin-là de dire on va agrandir, en fait, on va ouvrir d'autres trucs pour... Oui, c'est ça a débuté comment, ce désir-là, en fait, de passer de on gère la ferme, on fait notre fromage à OK, on va gérer aussi d'autres. Ben, c'était dans la suite logique pour moi, mais phénomène aussi que... Ben, c'est sûr qu'à la ferme, on se faisait dire beaucoup c'est super le fun de venir ici, mais c'est loin, puis on aimerait ça venir à toutes les semaines, mais c'est pas sur notre chemin. Fait qu'on s'est dit, être pignon sur rue, peut-être que ça l'aiderait aussi en s'en allant à Châteauguay. Il y a le fait aussi que, de nature, j'aime ça avoir des projets. Puis l'équipe, elle est comme ça aussi. Comme là, ça fait 3 ans qu'on a ouvert le café, puis je le sens que là, ça piétine, dans le sens que quand est-ce que Caroline va nous offrir un autre projet, là? OK, là, c'est ça. Là, on est toute une gang de l'équipe, parce qu'il y a une équipe qui est là depuis longtemps, là. Puis ils ont hâte, là. Puis là, genre, on a une réunion à toutes les semaines là, d'équipe, puis... Ils sont comme, OK, on a, mettons, parce que j'ai toujours un petit onglet dans l'ordre du jour, tous les possibles projets qui s'en viennent. Puis, ils ont hâte qu'il y en ait un de manière qui statue, là, qu'on avance sur quelque chose. C'est sûr, ça fait du bien à une équipe d'avoir des projets, de renouveler. Par contre, c'est tout le temps dans notre suite logique. Il y a une suite, là. Il y a nos valeurs tout le temps, la promotion des produits locaux. Puis, faire découvrir nos produits. Au café, c'était un peu ça, mais de le faire différemment, c'est-à-dire de montrer aux gens que tu peux consommer local, mais dans des produits de tous les jours, soupe, salade, sandwich. Pas besoin de s'en aller dans un restaurant 5 et 3 étoiles pour aller manger un produit local. Tu peux très bien. C'est de se faire un carré d'agneau. C'est ça, on n'est pas tout obligé, tandis que là, nos œufs de la ferme, le jambon de la ferme Valence-Huntington, fait que tout est choisi localement. Puis ça, c'est effectivement, j'appelle tout le temps ça de la prostitution entrepreneuriale. C'est sûr qu'il y a des produits qu'à un moment donné, on ne peut pas tout trouver ici, là, à l'année. Là. Mais l'objectif est quand même réel. Il est là, il est atteint. On fait la promotion de nos fromages puis des produits locaux à travers du prêt-à-manger simple. Fait que puis ça réussit. Le café, c'est pour l'instant, je dirais que c'est un beau succès parce qu'il y a une croissance assez impressionnante. Là, de mois en mois, il y a vraiment une belle croissance. Puis donc, les gens sont heureux de pouvoir manger vraiment du simple, là, local. Oui, puis ça, c'est une affaire parce que moi, j'ai habité longtemps à Montréal. Fait que l'idée des cafés, je suis habitué à ça. Il y en a partout, des petits cafés, des petits trucs. Tu arrives en banlieue, c'est soudainement des grandes chaînes. Les petits cafés, il y en a moins, mais
souvent, c'est parce que je me disais, tu sais, je réfléchissais, je me dis souvent, c'est parce que c'est tellement le royaume de l'auto que, tu sais, souvent les petits cafés, c'est souvent la marche, le côté proximité, la patente, puis c'est... Mais le monde aime ça, avoir des lieux. Tu sais, je comprends pas que c'est ça, que le monde, ils vont pas plus souvent, puis je suis content que ça fonctionne bien, en fait. Là. Bien, à la ferme, c'est ce que je voulais. Je disais tout le temps, je veux être le perron de l'Église 2.0. Exact, c'est ça. Puis, c'est sûr que ça fonctionnait quand même, mais le fait que ce soit du fromage de chèvre, j'avais vraiment de la difficulté à faire venir les gens jusque chez nous. Je pense qu'on aurait fait du fromage de vache. Ça aurait fonctionné, mais le fait que ça soit du chèvre, il faut être réaliste aussi. Là. Il y a une barrière à l'entrée. Mais le café, là, j'ai réussi, je pense. Là, il y a vraiment un perron d'église. C'est-à-dire, il y a vraiment un âme. Les gens viennent pour ça. Les gens sont vraiment heureux de rester et de jaser. Puis même, c'est pas rare qu'on voit du monde jaser avec une autre table. Puis là, on vient de commencer... dès la semaine prochaine, il va y avoir les causeries. Puis c'est vraiment rien. C'est 8 $ par personne. Il y a un café, un biscuit. Puis justement, c'est des initiatives urbaines de rencontrer des gens. Puis j'ai envoyé des employés pour aller voir ce qui se passait à Montréal là-dessus. C'est vraiment le fun. C'est dans des bars. Puis ils te placent avec du monde que tu connais pas. Tu as 4 questions, 2 heures. Puis c'est pour rencontrer du monde que tu connais pas. C'est super le fun. Puis là, on commence des petites affaires, des initiatives comme ça, voir si les gens... C'est sûr que la mentalité... Tu sais, Rive-Sud, comment on dit, banlieue. Banlieue, vraiment banlieue versus Montréal, c'est pas du tout pareil. Puis il faut vivre avec ce fait-là parce que moi aussi, j'ai vécu à Montréal, puis j'ai plus ce côté, peut-être Montréal, mais peut-être même européen, de petits bistrots, petites affaires, pour créer des sentiments d'appartenance. Puis c'est difficile de créer ça dans notre région. Oui, puis on dit Montréal, mais en fait, la grosse différence, c'est vraiment l'idée, c'est parce qu'à Montréal, t'es en appart. T'es pogné dans un 4,5. C'est sûr même sur un 5,5, tu as un besoin de sortir, d'aller. Je vais aller prendre un café, je vais aller m'asseoir là. Mais en banlieue, tu as une maison plus grande, tu as un terrain, tu as moins d'incitatif de dire je vais aller m'asseoir, j'ai une cour arrière. Il y a cette idée-là, je pense, qui amène. Mais en même temps, je pense que le monde s'en rend compte avec la pandémie, mais. On a besoin de connecter aux autres. T'sais. Ah, tout à fait. Puis on est comme de plus en plus poussé dans un individualisme. On gère nos petites affaires, on a fait nos trucs, mais je pense que ce besoin-là, il est là. Il y a du monde qui sont seuls aussi. Fait que, je pense que c'est une belle initiative. Moi, je l'entends. En tout cas, je l'entends. Les gens sont contents, mais les gens nous disent qu'il en manque vraiment de ce genre de place-là dans la région. Est-ce que ça va finir par se développer? Des fois, je me dis, on dirait que si je le veux, il faut falloir que je le crée parce que... pour moi, il manque des petits buvettes, des buvettes, des petits bistrots. Il manque des trucs encore. Puis là, des fois, on est à réfléchir, à se dire, est-ce que ça sera peut-être quelque chose comme ça qui va arriver de notre côté? Ça sera peut-être notre projet 2027. Là, cette année, on est encore à stabiliser tout ça. Mais c'est sûr que moi, je le vis des deux côtés aussi. J'ai vraiment une grosse difficulté à retenir mes employés européens. Ils s'en vont dans d'autres régions du Québec parce qu'il n'y a rien ici. Ils me le disent tout le temps, même Caro, on ne peut même pas aller prendre une bière le soir. Où c'est que tu veux qu'on aille? On ne peut pas aller prendre un bon verre de vin. Ils sont obligés d'aller loin, de prendre l'auto tout le temps, d'aller à Armstown, d'aller au quartier 10-30. Oui, si on veut un lieu approprié, je dirais, ou en tout cas, si on ne veut pas s'en aller sur des machines à jeu, sans méchanceté. Non, mais c'est pas la même ambiance. Non, pas du tout. Puis c'est très difficile à avoir. Puis le café, c'était aussi un peu ça. Mes employés me disaient, il n'y a rien. Puis là, quand on a dit on partait si on part un café, ça vous tente. Puis là, tout le monde est emballé. Puis dans leur journée de congé, ces employés-là, ils vont prendre un café. Ils sont super contents parce qu'en France, ou en Belgique, là, j'en ai d'un peu partout, mais le plus petit village a son café, a son petit bar. C'est rare que tu n'as pas ça. Là. Fait qu'ils trouvent ça dur, puis de trouver un sentiment d'appartenance. Puis souvent, ces gens-là, ils se retrouvent isolés aussi, puis ils ont besoin de socialiser. Puis on leur offre très peu de portes de sortie dans la région. Là. C'est tough. Puis, je veux dire, moi, je viens de Sainte-Martine, je connais beaucoup le coin, mais je veux dire, nous, ici, mettons, à la télé, des fois, on va dîner, on va prendre un verre ou tout ça, mais la réalité, c'est qu'on va tout le temps aux mêmes places parce qu'il y a peu de place. Oui, tout à fait. Puis, c'est un gros manque. On est comme, pas qu'on est tannel là, mais on dit, il n'y a pas d'autre chose. Il faut aller là, tu sais, c'est comme... Puis, en tout cas, moi, buvette, c'est sûr que moi, je suis le premier client. On le réfléchit. On réfléchit. Là, mais parce que c'est encore un autre moyen de valoriser nos fromages, parce qu'on peut faire des planches de fromage dans une buvette. On peut faire quelque chose de très simple. Ça. Mais ça peut être le fun le soir d'aller se prendre une planche de fromage charcuterie. Oui, exactement. Des trucs bien simples. Ça peut être bien fait tout en valorisant les produits locaux. Fait que tant que ça répond à cette...
valeurs-là qu'on a, je vois pas pourquoi qu'on le ferait pas. Là. Fait que peut-être que ça va être ça notre prochain projet. Ah oui, mais j'en rêve là, parce que je suis comme... si on est dans le coin ici, je vais aller prendre un verre. Bon, je sais pas trop. En tout cas, moi, je prends mes clients. Tu nous envoies des ondes positives. Je vais avoir une carte de membre s'il faut que je vais être là. Parfait. Mais ça ouvre la porte, justement, tu parles achat local, mais tu sais, l'espèce d'entraide, tu sais, de promouvoir de tout ça, puis... Tu sais, comme là, cet été, j'étais allé... là, je suis rendu un très bon client de Volet Noir. Ah, Volet Noir, oui, c'est vrai. Ouais. Puis là, tu faisais une planche. Tu leur préparais des planches? Oui, on préparait des planches. Je n'ai pris une là-bas, tu sais. Puis là, je trouvais ça, c'est Ruban Bleu qui nous les prépare, tout ça. Mais je trouve ça cool, tu sais, ces initiatives-là, tu sais. J'imagine que ça doit aider une forme d'entraide, je veux dire, tu sais. Mais ouais, de se placer en gang puis de faire tourner ça. Là. Honnêtement, il n'y en a pas assez d'entraide, mais pas parce qu'il y a un manque de volonté, je pense, mais il y a vraiment un gros manque de temps aussi. Tout le monde est pris un peu dans leur truc. Ouais, c'est très difficile. Même les circuits comme Tourisme Montérégie ou le Circuit du Paysan, ils ont de la difficulté à rassembler tous leurs membres parce que c'est très... on est tous pris dans notre réalité. Exact. Fait que c'est vraiment complexe, ces enjeux-là. Fait que des fois, on fait des petites initiatives avec un, avec l'autre. On essaie que ça perdure, mais c'est vraiment des initiatives qui sont complexes. Mais du moment... C'est ça, c'est une chose à chaque année que j'essaie de... Je suis en train de tomber. Que j'essaie de valoriser, c'est que mes employés deviennent un peu comme des concierges d'hôtel où ils connaissent bien la région pour bien vanter les autres entreprises. Fait que, tu sais, à chaque année, j'essaie une journée ou deux de les libérer. Prenez la voiture, puis là, vous allez faire le tour du circuit du paysan parce que c'est le problème aussi, c'est qu'il faut vraiment s'assurer de former notre main-d'œuvre aussi. Il faut que la main-d'œuvre au Volet Noir, il ne faut pas que ce soit juste les deux propriétaires qui me connaissent, il faut que ce soit les employés, mais c'est beaucoup ce transfert de connaissances-là aussi. Fait que ça prend une volonté un peu de la gestion de faire ces transferts-là. Puis c'est ça. Fait que c'est pas acquis, mais il y a une volonté puis une ouverture, c'est sûr. Là. C'est clair. Puis je pense que sur le moyen terme ou long terme, ça va être vraiment plus rentable pour tout le monde. Bien sûr. Parce que justement, t'arrives chez Volet Noir, tu sais, on a une planche, mais c'est Ruban Bleu aussi qui le prépare pour nous, tu sais. Ah, OK, bon. Ben oui. Fait que c'est ça. Non, puis le client qui vient de mettons, d'un peu plus loin, si on lui donne la sensation qu'il n'y a pas tout vu dans la région, qu'il y a des choses qui ont manqué, ben il va avoir tendance à vouloir revenir. C'est ça qu'on veut. C'est ça que je dis tout le temps aussi. Il faut leur donner l'impression qu'ils n'ont pas tout vu là, dans la région puis qui ont envie de revenir. Puis c'est vrai, en plus, là, si on regarde le circuit du paysan, le nombre de belles entreprises à découvrir aussi, c'est super intéressant. Oui, effectivement. Puis tu sais, moi, tu vois, le Volet Noir, en fait, c'est voyons, j'ai un blanc, c'est un Mathieu Quinn, de Capsule Temporelle, la cidrerie. J'ai rencontré sur un tournage. OK. En fait, c'était... je faisais le tour de trucs agricoles. Puis c'était en tout cas, je suis en train de faire une grosse histoire, mais c'était une ferme, la coop de la Résistance. OK. Ils nous avaient dit, on fait venir un autre client qui va venir comme commenter un peu. Je fais OK. Finalement, il se présente, j'ai la capsule temporelle, je te connais pas. Puis quand ça me parlait, c'est vraiment nice. On se met à parler, même, tu sais, j'adore le cidre, mais je suis vraiment un gars de vin. Puis il dit, connais-tu Volet Noir? Puis il commence à m'en parler. Puis là, je dis, OK, mais je vais y aller. Tu sais, c'est comme une suite d'affaires, tu sais. Puis tu sais, des fois, c'est juste ça, tu sais, c'est du bouche à oreille aussi. Bouche à oreille, tu sais. Mais la capsule temporelle, c'est une belle entreprise. Oui, c'est quand même spectaculaire ce qu'ils font. Oui. Puis leur bouteille est partout. Là, on les voit vraiment bien dans les belles épiceries fines. Là. C'est vraiment bien. Ils travaillent fort, Mathieu, pour se placer. C'est drôle parce que, tu sais, quand je vais voir Yann au volet, j'avais dit, c'est Mathieu, là, puis il dit, c'est mon meilleur porte-parole. Il parle de moi à tout le monde. Puis comme, parce que Yann, plus, il fait sa petite affaire, puis tranquillement, tu sais, mais c'est ça. Mais quand il y a de l'entraide de même, ça aide tout le monde. C'est sûr. Puis tu peux être un super bon gestionnaire de ton entreprise, mais pas être un bon ambassadeur. Oui, c'est ça. Puis c'est ça qui est... C'est différent de job. Oui, puis c'est difficile des fois d'être tous ces chapeaux-là. Là. Ouais. Fait que moi, je comprends qu'il peut y avoir de la misère. Puis tant mieux si la capsule temporelle peut les aider. C'est wow, ça. Mais c'est ça, comment tu jongles avec tout ça? Parce que, tu sais, au début, bon, t'es sur la ferme, on fait le fromage, mais là, ça grandit, donc il y a une équipe, il y a des affaires, tu sais, est-ce que c'est... Puis là, t'es comme un peu plus en haut, comment tu... c'est ça? Comment tu fais tous ces chapeaux-là, est-ce que...
Ben, comment? Tu veux dire, au quotidien, mettons, comment ça se passe? Tu sais, est-ce que... Oui, c'est ça. Est-ce que, en fond, tu voyais ça, tu sais, de dire, ben, je vais être moins, tu sais, peut-être dans l'action? Dans l'action, puis, tu sais, ça devient plus... J'avais pas prévu ça. Puis des fois, je trouve ça dur là, d'être dans mon bureau à faire les affaires plates. Des fois, je suis un peu jalouse là, de tous ceux qui sont en fromagerie. Puis des fois, ils chialent, les autres, quand ils sont en fromagerie, qui aimeraient mieux être dans mon bureau. Bon, mais ça, c'est le propre de l'humain de tout temps quand même. Oui, de ne pas être content de ce qu'on a aussi. Là, mais tu sais, de voir que ça grossit, mais là, c'est plus de gestion de personnel, plus de, tu sais, est-ce que c'était quelque chose, tu te dis, OK, j'avais pas vu ça venir. Ben, tu sais, au départ, c'était pas ça. J'ai pas vraiment pensé. C'est plus là, des fois. Tu sais, j'étais partie une semaine, puis là, je reviens. Puis nous, dans le fond, toute la planification stratégique, la planification annuelle, tu sais, c'est fait au mois de janvier. Et là, tu as des nouveaux employés qui arrivent avec ça. Puis, tu sais, moi, je gère tout, là. Tu sais, je veux dire, c'est moi qui fais les dépôts, c'est moi qui fais les dossiers d'employés, c'est tout le RH, c'est moi qui le pars. Puis moi, j'aime ça quand, ben, tu sais, ça le sera jamais, mais je suis un peu perfectionniste là-dessus. J'aimerais ça que ça soit parfait, mais ça l'est jamais. Fait qu'il faut accepter de couper un peu les coins ronds. Puis, tu sais, je me répète tout le temps là, que les meilleurs leaders, c'est pas des perfectionnistes parce que si t'es tout le temps dans la micro-gestion, t'avances pas, là. Fait qu'il faut que je me le rappelle aussi là-dedans. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr que des fois, je suis plus un petit étourdissement par rapport à la tâche parce que c'est plein de petits tiroirs. Ouais, puis là, il faut que tu les maîtrises, tous ces tiroirs-là. Puis, fait que des fois, il y a des journées que je suis super fière parce que je me dis, hey, wow, j'ai réussi à tout maîtriser ces tiroirs-là. Puis d'autres journées que, non, j'ai oublié 3 tiroirs. Puis, je suis pas dedans pantoute. Puis là, je me mets à stresser. Fait que, tu sais, j'ai des bonnes et des mauvaises journées par rapport à ça, mais franchement, c'est vraiment bien coulé notre structure. T'sais, on a des gestionnaires pour chacun des départements. On a une réunion de gestion une fois par mois, mais on a une réunion générale à toutes les semaines. Ça, cette réunion-là, pour moi, c'est la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie parce que, tu sais, autant le livreur qui travaille 6 heures par semaine, tout le monde est là. OK. Tout le monde est invité, tout le monde est payé pour être là. On déguste plein d'affaires. On peut déguster des fromages, on peut cuisiner des affaires, comme des nouveaux produits que ça nous intéresse de commercialiser, on les goûte. Fait que tout le monde jase, tout le monde goûte. Puis c'est pas rare de, je vais le nommer, là, mais Sylvain qui était aux livraisons 6 heures par semaine, c'est un retraité qui vient nous faire plaisir. Ben, vu qu'il est à l'extérieur de l'entreprise le restant de la semaine, il nous apporte presque les meilleures solutions souvent pour nos problèmes. Oui, parce qu'il n'y a pas le nez dedans. Exact. C'est ça. Tu sais, puis si moi, je m'étais privée de cette réunion-là en me disant, ben, tu sais, c'est pas important, Sylvain, il travaille juste 6 heures, on s'en fout, je perdrais, mais des heures de réflexion que Sylvain, des fois, nous apporte en quelques secondes, là. Fait que ça, là, cette réunion-là, je l'aime parce qu'elle crée une cohésion d'équipe. Elle fait sentir tout le monde importante. Il y a vraiment un beau transfert de connaissances qui se fait, puis de tout. Là. Comme ça, on sait tout ce qui se passe, puis ça nous aide à ce que tout le monde prenne son poste. Puis, tu sais, quand tu es fier de faire partie d'un tout, toutes les petites tâches chiantes, ils deviennent moins chiantes aussi, parce que tu vois le tout. Puis je trouve que c'est ça que ça a eu comme incidence aussi. Là. Puis, tu sais, justement, de dire, bon... Celui qui vient livrer 6 jours, tu sais, qui fait ça comme 6 heures. 6 heures, oui. 6 jours. un bon projet de retraite, ça. Mais c'est le fun que, tu sais, il n'y a pas à comprendre nécessairement comment on fait un fromage de A à Z, mais de comprendre la réalité de la partie. Il y a un problème avec ça. Il a fait, OK, c'est ça. Puis lui, quand il va livrer, s'il parle à du monde, ben, tu sais, il devient aussi peut devenir une espèce d'ambassadeur. Tout à fait. Non, ça travaille fort là-bas. Puis, comme... Oui, puis c'est un éteint-crise aussi, éteint-feu, dans le sens que des fois, mettons, là, je suis en catastrophe parce que j'ai l'impression qu'on a fait une grosse erreur. Ben lui, il va venir calmer ça en disant, mais là, calme-toi, il n'y a personne, c'est pas grave, zéro grave. Les clients, ils vont pas te juger pour ça. Puis, ça vient dédramatiser des fois ces employés-là qui sont pas là tout le temps, mais que vu que je leur laisse la permission de se mêler de l'entreprise, ça change vraiment la donne. Fait que, bref, la gestion se fait comme ça. Ça s'est toujours mis un peu naturellement. Mais là, c'est sûr qu'en avançant 20 ans plus tard, c'est vraiment 100 fois mieux. Là. On est beaucoup plus dans la performance parce qu'on est bien organisé. D'ailleurs, notre 20e Noël l'année passée, quand on s'est fait notre post-mortem après, tout le monde a dit... Parce que ça a été notre meilleur Noël à date. On a eu vraiment une belle augmentation. Mais tout le monde a dit, on ne l'a pas vu pantoute, notre Noël. Il n'y a personne qui a travaillé 7 jours semaine. Souvent, d'habitude, on fait beaucoup d'overtime. Là. Ben là, du 1er au 24, c'est comme si
tout était tellement arrimé. Là. Ouais, c'est ça, dans le sens que... Tout était bien fait. On était tellement bien documentés de nos autres Noëls que on n'a pas manqué de stock ou à peu près pas. On n'a pas eu trop non plus. Tout c'est vraiment bien fait. Puis c'est juste parce qu'on est plus expérimenté puis qu'on documente bien aussi. Là. Puis parce que j'ai tiré avantage aussi de toutes les crises qu'on a eues. Tantôt, tu disais comment ça s'est fait, mais à chaque fois qu'il y a eu une crise aussi, je m'en suis servi pour améliorer. Là. J'aurais pu... je me souviens qu'on a eu un employé qui... on a eu un employé, un genre d'imposteur là, qui nous a vraiment fait beaucoup de mal. Il nous a amené à la CNESST, tout ça, finalement, pour pas grand-chose. Là. Il était dans le tard. Sauf que il me reprochait, mettons, de ne pas l'avoir bien reçu, de ne pas y avoir fait son contrat de travail, etc., toutes ces choses-là au début. Mais, tu sais, mettons, je documentais pas les choses avant, tu sais, quand, mettons, on avait une réunion, je faisais pas signer qu'on avait eu une réunion, etc. Mais là, toutes ces choses-là, c'est tous des apprentissages. Je l'ai appris à l'université, là, mais dans le pratique, il y a plein de choses qu'on coupe vite, on n'a pas assez de temps, puis on fait d'autres choses. Mais là, maintenant, on est beaucoup plus réglo. Tu sais, des fois, je m'amuse à dire aux employés qu'on est une vraie entreprise maintenant. Mais on est plus organisé là-dessus, légalement, on est plus protégé. Fait que mais j'aurais pu rien apprendre de cet employé-là, mais non, je peux dire qu'il y a eu un avant, un après, parce que je suis beaucoup plus documenté puis légalement protégé. Là. Ben, c'est parce qu'il y a peut-être aussi, tu sais, quand c'est plus petit, quand il n'y a pas tant d'employés, il y a une espèce de dire, bon, ben, on règle ça. Ben oui, exact. Même parce que, tu sais, je veux dire, on n'a pas à mettre une structure parce que... Non, puis au début, je voulais pas trop en mettre. J'avais pas l'impression... mais parce qu'au début aussi, tout le monde habitait avec nous. Ouais, c'est ça. J'avais juste presque des employés d'Europe. Puis, tu sais, on mangeait ensemble matin, midi, soir. Là, fait que je me voyais pas tant la nécessité de mettre un cadre. Mais c'est après, quand tout le monde... Là, c'était plus tout ça, ben là, il fallait que je le fasse, tu sais. Mais oui, c'est sûr qu'au début, je voulais pas trop le mettre. Je me disais, c'est difficile d'être un super patron, mais que le soir, on mange tous ensemble, on est tous dans la même maison. C'est comme si ça l'avait cassé, ça aurait cassé l'ambiance, là. C'est que ça fait comme... Tu sais, parce que nécessairement, il y a ce ballon-là, amitié, famille, on habite ensemble, mais il y a le côté boss. Tu sais, moi, je l'ai vu un peu ici avec ma boss, en sens que on est vraiment amis. Parce que, tu sais, j'ai été ici 2 ans comme étudiant d'été. Puis après ça, je suis parti comme étudier, cégep, université, mais je suis resté bénévole. Mais en revenant bénévole, bien, soudainement, il n'y a plus de temps. Tu sais, on s'est comme rapproché, on est devenus amis. Puis après ça, bon, j'ai pris une job ici. Mais il y a tout le temps cette proximité-là, comme c'est la boss, mais c'est une amie. Mais, tu sais, des fois, c'est juste de savoir, OK, là, c'est la boss qui parle, il y a des mais ça n'affecte pas le... Mais tant qu'il y a de la maturité, ça passe bien. Exact. Mais ça peut, je comprends que là, plus tu as d'employés aussi, plus des personnalités, des fois, il y a du monde. Comment tu gères ce transfert-là de amitié, boss? C'est ça. C'est sûr que ça prend... Mais je le fais pas super bien, hein, ça, je dois l'avouer. Il y a une nouvelle employée cette semaine, puis je lui disais, j'ai tendance à être très maternelle. Donc, tu sais, je me force à pas l'être trop, mais si tu as besoin de moi, dis-moi là, c'est sûr, je vais être là. Mais tu sais, au début, des fois, problème de couple, je trouvais un appartement pour l'autre personne. Puis tu sais, j'essayais tout le temps de régler tous les problèmes de tout le monde. C'est ça, ma manière. Puis je me rendais compte que finalement, c'était pas une solution parce que c'était super envahissant pour eux. Tu sais, ils se sentaient envahis finalement. Moi, ce que je voulais faire, c'était les aider, mais j'envahissais. C'est une forme de contrôle finalement. C'est ça. Et j'essaie de plus trop m'impliquer à ce point-là. Mais de comprendre qu'ils peuvent. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, venez me voir. Moi, tu as besoin d'une... Tu sais, je vais être là pour à peu près tout, là. Négocier une hypothèque. Tu sais, ça me dérange pas, ça me fait plaisir. Mais je le ferai pas si tu me le demandes pas. Fait que ça, c'est sûr que c'est... faut que je les protège. Puis il faut que je me protège aussi, parce qu'à un moment donné, c'est trop de temps aussi, là. Ça peut devenir malsain aussi, là. On aurait pu parler encore bien longtemps, mais c'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Merci beaucoup de ton temps. Puis on va te souhaiter plein d'autres projets de style buvette, peut-être. J'entends. Mais merci beaucoup. Plaisir. Merci beaucoup.